Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au balado Vers l'avenir, le balado du CNJ. Maxine m'accompagne aujourd'hui. Allô, Alex. pour notre épisode, et nous avons comme invité Sophie Imbeau, qui est historienne, si je ne me trompe pas. Puis là, tu vas pouvoir me préciser dans quel domaine exactement, là, mais alors Sophie Imbeau, qui a rédigé d'ailleurs un livre sur les 60 ans d'histoire du SFPQ. Bonjour Sophie. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, parce qu'on a lu ton livre avec intérêt. Un livre super intéressant qui relate là, les 60 dernières années du SFPQ. En fait, moi, mes parents n'étaient pas nés avant que le SFPQ existe. C'est fou. Ça fait des années. Puis toi, tu es allé chercher de l'information. Il y en avait déjà un peu. Je pense qu'il y a déjà un premier livre qui avait été publié pour raconter les 30 premières années. Exact. Et là, tu es venu faire un livre qui allait vraiment tout compléter l'histoire du SFPQ. Oui, parce que comme tu le disais en introduction, moi, je suis historienne spécialisée en un sujet complètement différent. En une guerre, moi, je suis une 18e-iste, comme on dit. J'ai travaillé sur la guerre de la conquête. Mais ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis éditrice. Donc, j'ai beaucoup lu les autres. Et ça m'a amené une connaissance générale assez incroyable de l'histoire du Québec en particulier. Mais aujourd'hui, je peux naviguer d'un sujet à l'autre. Je sais où aller chercher, quels auteurs consulter là, si j'ai des questions. Mais je suis devenue généraliste par le travail. Très intéressant. Puis dans le livre, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entre les mains ou ne l'ont pas lu, ce qui est intéressant, c'est que le livre est séparé, les chapitres sont séparés en fonction de qui était le président du SFPQ à l'époque. Donc, chaque chapitre est une époque différente, mais on retrouve quand même à l'intérieur des chapitres tout le temps les mêmes thématiques qui reviennent ou les mêmes luttes sociales. C'est quand même fou de penser, par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le recours à la sous-traitance. Oui, très tôt, hein? Ouais. Quand même, ça aussi, c'est un sujet, voyons, on voit ça en 1968, puis en 2022, c'est encore la même chose, avec les mêmes arguments de la part de l'employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, les sujets qui reviennent, les femmes, entre autres, le travail des femmes, la sous-traitance, les occasionnels. C'est des problèmes, je dirais, récurrents dans la fonction publique là, que j'ai retrouvé en travaillant dans le livre. Là. Ça, c'est une surprise pour moi là, de voir que les choses changent, mais pas tant que ça, finalement. Non, en effet. Moi, je l'ai déjà dit tantôt, là, hors enregistrement, mais il y a des termes, là, moi, honnêtement, qui m'ont surpris. Là. Oui. On voit que c'est deux moments, là, c'est deux époques différentes, là, deux manières de penser. Il y a juste par le nom de certains ministères ou certains types de lois qui existaient à une certaine époque. Où est-ce que j'ai vraiment, en lisant, je fais comme mais non, mais ça peut pas passer, ça passerait pas aujourd'hui, là, c'est certain. Bien, on parlait, avant d'entrer en ondes, de la loi sur la capacité de la femme mariée, parce qu'avant les années 60, il faut savoir que les femmes quittaient le marché du travail une fois qu'elles tombaient enceintes, parce qu'à l'époque, les conditions de travail pour les femmes, pas de congé de maternité. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant, là, si tu dois retourner dans un ministère? Et tu devais avoir l'autorisation de ton mari aussi pour signer un chèque, pour faire plein de choses, là. Donc, ça, c'est tard quand même, là. C'est la première députée, d'ailleurs, élue, Madame Kirkland Casgrain, qui va faire adopter cette loi-là, vivement, Seigneur. Donc ça, mais on dit que c'est loin, mais pas si loin que ça de notre histoire, là. Ça aussi, c'est une leçon du passé, je trouve. On pense que les luttes sont gagnées, remportées, des grandes victoires, mais non, il y a des fois, il y a des reculs dans l'histoire. Oui. Donc ça, faut demeurer vigilant. Puis je pense qu'un livre comme ça, sur l'histoire du SFPQ, nous sert bien une leçon d'histoire que le passé,
il n'est pas tout à fait passé. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est tout le travail qui a été fait, notamment pour la femme, puisqu'on vient d'en parler, pour qu'elle ait une place plus grande dans la fonction publique, mais aussi qu'elle ait plus de dignité, tu sais, pour pouvoir travailler, s'émanciper, plutôt que rester à la maison. Puis aujourd'hui, c'est plus de 60% de nos membres au SFPQ qui sont des femmes. Donc, on voit qu'il y a des luttes qui ont été remportées. Bon, on a toujours du chemin à faire, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que ma place a été gagnée aujourd'hui dans la fonction publique. Mais c'était un long travail aussi, là. Je m'excuse, là, je t'ai coupé dans ta réponse. Non. Ça a été, en lisant justement le livre, j'ai constaté que ça a été long là, avant que le gouvernement accepte et fait les démarches nécessaires. Bien, j'allais rebondir justement sur l'équité salariale, qui pour moi est une des luttes majeures du syndicat, qui portée presque pendant plusieurs décennies. C'est inscrit dans la Convention collective de 1989. Donc, on dit, là, les femmes devraient être payées également que les hommes. Donc, 1989, mais c'est quand que finalement le dossier se clôt, parce que là, il y a des délais par-dessus délais. Finalement, c'est en 2006 que là, on va clore le dossier, là, enfin, là. Mais c'est 5 présidents. On parlait des présidences, là. 5 présidents, plus de 20 ans sur ce dossier-là. Très important à l'époque, là, en 2006, c'est 75% des membres du SFPQ qui sont des femmes. Donc, c'est majeur là, comme dossier et qu'on a fait traîner très, très longtemps là, à mon avis, pour repousser le plus longtemps possible ce dossier-là qui était quand même financièrement important pour l'État. Donc, ça, pour moi, c'est un dossier parmi les plus importants mené par le syndicat là, en 60 ans d'histoire. Oui, puis une chance que le SFPQ a continué à s'intéresser à ce dossier-là et de le faire cheminer, parce qu'on parle d'une trentaine d'années, là, tu sais, à faire cheminer ce dossier-là, ça prend de la patience, mais ça prend de la motivation aussi. Puis il faut dire que le SFPQ, comme tu le relates dans ton livre, il y avait plusieurs luttes en même temps qu'ils souhaitaient faire avancer. Pour une présidence, ça doit être complexe aussi de choisir sur laquelle tu vas peut-être mettre toutes tes énergies ou tu vas fractionner ton énergie. Toi, c'est des questions que tu as posées, j'imagine, aux différents présidents pour savoir un peu c'était quoi leur agenda ou leur mission. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était de belles rencontres, parce que j'ai mené, je pense, 6 entrevues avec les anciens présidents et présidentes qui avaient toutes leurs couleurs, leurs dossiers, leurs sujets, leurs intérêts, les occasionnels. Ça arrive, ce dossier-là, sous M. Arguin-Deguy. Donc, lui, il m'a parlé de ça. Une présidente comme Mme Martineau, elle m'a parlé beaucoup de l'équité salariale parce qu'elle était très impliquée dans le dossier, puis elle m'est arrivée avec ses dossiers encore tout monté, là, des notes qui m'ont été vraiment utiles. Donc, elle, son organisation, même si elle n'est plus présidente aujourd'hui, ça m'a frappée. Un des présidents qui m'a le plus, je dirais, impressionné, c'est M. Sawyer, Michel Sawyer, qui, lui, est là au début des années 2000, quand le gouvernement Charest commence à opérer un désengagement de l'État. Bien, ça devient sa priorité. Sauf que lui, c'est sous sa présidence que l'équité salariale va se régler. Donc, imaginez, là, en train de négocier des conventions collectives, tu as cet immense dossier-là que tu dois faire des opérations mathématiques de calcul, telle fonction équivalente à telle fonction féminine. Donc, c'était des classes, des centaines de classes d'emploi. Si
je me souviens bien, c'est en 2003 d'ailleurs qu'on va demander que la convention collective soit prolongée d'1 an pour éviter de se disperser, là, comme tu le disais si bien, qu'on se concentre sur ce dossier-là puis qu'on le règle. Donc, chaque président, M. Daigle aussi m'a parlé encore du début des années 2000, des occasionnels, où là, j'ai compris, moi, j'étais une jeune qui arrivait dans la fonction publique, puis j'ai compris pourquoi mon poste d'occasionnel avait été soudainement aboli. Donc, c'est en le rencontrant, en discutant de cette période-là là, que j'ai enfin compris, parce que le syndicat, c'est plein de parcours individuels. Hein, c'est des centaines de milliers d'employés qui ont travaillé pour l'État à travers l'histoire. Donc, l'histoire du syndicat, c'est aussi l'histoire de tous ces employés-là de l'État, de la collectivité aussi, parce que c'est des services à tout le monde. L'État québécois, qu'on pense au permis de conduire, par exemple, ou à la santé. Donc, ça touche tout le monde et tout le monde est concerné par cette histoire-là. Oui. Oui, puis aussi, ce qui est intéressant, tu as parlé des occasionnels, mais on en parle encore une fois à travers le livre. Mm-hmm. Comme l'équité salariale, c'est quelque chose qu'on parle à travers le livre. Les occasionnels, ça existe depuis des années, qu'on fait recours à ces personnes-là qui ont un statut d'emploi précaire. Oui. Et que du jour au lendemain, leur vie peut basculer. On parle aussi beaucoup de gel d'embauche. Oui. La question de gel d'embauche, on le voit quasiment à tous les chapitres également. Et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait nous attendre. Pour le moment, on est dans le plein emploi, mais... Mm-hmm. Ton livre peut nous donner aussi des indices sur ce qui va se passer dans le futur. Oui. Bien, en écrivant, en faisant la recherche, tu sais, j'en entendais dire l'arrivée du néolibéralisme au début des années 80. Puis moi, c'était très flou pour moi. Mais là, je le vois, là. C'est, après 1983, là, c'est ça. Gel d'embauche. On coupe des postes, on diminue la taille de l'État. C'est constant. Moi, au début des années 2000, j'ai une fois que j'ai pas eu mon poste d'occasionnel, là, donc je me suis inscrite à l'ENAP en administration publique. Puis on me disait là, tu sais, la gestion par résultat, ça va changer, révolutionner la façon de faire. Puis à l'époque, là, je vois les présidents, les présidentes, mais aussi des membres du syndicat qui lèvent la main, qui disent attention là, l'État là, oui, on doit changer, tout le monde doit changer, mais faudrait peut-être se questionner collectivement pour quel genre d'État qu'on veut, quel genre de service public on veut. C'est Mme Martineau, d'ailleurs, qui va publiquement se poser ces questions-là. Quel État on veut là, après le début là, du désengagement de l'État? Ben, ça commence un petit peu sous Lucien Bouchard, là, à la fin des années 90, avec le sommet socio-économique. Là, il dit l'État a une trop grosse dette, il faut réduire. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans, là, toujours réduire. Mais oui, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour offrir les services. Là. Donc ça, c'est une nette prise de conscience en travaillant sur le livre. Les mêmes arguments aussi pour réduire, pour aller en sous-traitance. Parce que ça, on le voyait à l'ENAP, le recours au PPP, là, au fameux PPP. À l'époque, partenariat public-privé, c'était bien à la mode, ça. Puis je me souviens, avec mes collègues à l'époque, on se regarde, on se pose des questions, on se dit « Ouais, mais c'est-tu vraiment ça, la panacée? » Puis c'est des drôles d'arguments qui reviennent constamment, là. Puis on se retrouve avec des problèmes de pénurie, là, que ce soit d'enquêteurs. Il manque beaucoup d'enquêteurs aujourd'hui, mais c'est parce que dans le passé, on a énormément coupé ces postes-là qui aujourd'hui sont précieux, on le voit bien, là. Oui, encore aujourd'hui, on manque beaucoup d'informaticiens aussi dans la fonction publique. On fait beaucoup affaire avec des contractuels. C'est un défi que plusieurs, si je peux pas dire tous les ministères et sociétés d'État doivent relever aujourd'hui. Là. Ben, c'est encore là. C'était la panacée, c'était la mode de dire, il y a des firmes privées qui ont l'air de connaître ça, puis qui offrent des salaires avec lesquels tu peux pas compétitionner, là. Donc, qui venait chercher une main-d'œuvre importante. Et puis là, ben, on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie
d'informaticiens. Mais il y a aussi le MTQ, là, où on entend également beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre ou justement la réduction d'employés qui s'est créée. Puis on le voit quand même assez tôt dans le livre, là, que ça vient toucher directement le ministère des Transports. Oui. Oui. Comment il s'appelait donc à l'époque? C'était pas le ministère des Transports. La Voirie. Oh oui. Le ministère de la Voirie. Ça aussi, tu parlais des changements de nom de ministère. Je me replongeais dans le passé. J'avais l'impression d'être sous le règne de Duplessis avec la Voirie, tout ça. Mais oui, un des ministères où c'est le plus grand sabrage, là, je dirais, c'est le ministère des Transports. C'est massif, là, les mises à pied, les départs à la retraite aussi à la fin des années 90. Comme je disais, il y a des incitatifs, là. Puis on en a vu un exemple là, à Québec avec le fameux pont, le pont qui est ses suspentes, là, le pont Pierre-Laporte. Oui. Oui, ça prend des ingénieurs mais ça prend aussi des inspecteurs pour aller faire des inspections régulières pour ces infrastructures-là. Là, donc, comme pour le Concorde. Là, Oui, c'est ça, le viaduc de la Concorde. Ça, oui. Je connaissais pas cet événement historique-là. Ton livre, et quand tu en parles... c'est une image claire, là. Oui. C'est que ça nous a pris une catastrophe. Une tragédie. Une tragédie où il y a des vies qui ont été perdues, des vies qui ont été changées, malheureusement. Et tout ça à cause, justement, comment on pourrait dire... à cause des changements qui ont été faits dans la fonction publique. Oui. Après ça, je suis allée faire un peu de recherche là-dessus. Bon, les opinions convergent à ce sujet-là. C'était la faute à qui? Est-ce que c'est la faute du MTQ, des sous-traitants? Mais peu importe qui est fautif dans cette histoire-là, ce qu'on en comprend, c'est que il y a eu un manque d'assiduité là, au niveau de l'inspection. L'inspection, c'est ça, exactement. Donc, c'était au MTQ de le faire, c'était aux sous-traitants. Là, comment ça se fait qu'on est dans un flou comme ça? Si le MTQ avait plus de responsabilités, bien alors, il s'en aurait occupé convenablement, on aurait eu des inspections suffisantes. Tout à fait. Mais c'est une question de responsabilité collective aussi. Les ministères, c'est pas la même chose qu'une organisation privée. Moi, je le sais, je travaille pour une organisation privée. On se doit des comptes à nous-mêmes. Mais là, quand on parle de ministère, comme tu disais, c'est collectivement qu'on est responsable. Là. Donc, est-ce qu'il y a un dédouanement à un moment donné de ces responsabilités? Oui, c'est la faute à qui? Là, ça devient... il y a une enquête publique, je pense, d'ailleurs, sur cet événement-là, le pont de la Concorde, en 2006, si je me souviens bien. Mes dates sont pas si pires, hein, pour une historienne. C'est pas ma force. Mais oui, donc ça, c'est une responsabilité collective qui ressort aussi de questionnement là, qu'on doit avoir ensemble si on veut restructurer. Je suis bien d'accord qu'on restructure l'État, mais il y a des questions à se poser pendant les campagnes électorales, par exemple, quel genre d'État on veut. Donc ça, je pense que ce livre permet aussi un retour en arrière de voir quels choix ont été faits. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui aussi? Oui. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que tu viens donner un peu les cartes de visite des partis politiques qui vont peut-être accéder au pouvoir. Tu parles de la CAQ avant qu'elle soit élue, tu parles même de l'ADQ. Oui. Et c'est des gens qui ont été très, très vocaux par rapport au fait qu'ils voulaient réduire la présence de l'État, donc réduire le nombre d'employés. Oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant de nous remettre en contexte aussi. C'était quasiment comme si c'était une carte de visite pour eux, tu sais. Oui. Amenez-nous au pouvoir, nous, on va s'en occuper des pousseux de crayon, tu sais. Puis c'est choquant de lire ça aussi dans ton livre. Ça, c'est pas dans le livre, mais moi, je suis remontée quand même très loin au début là, de la formation de la fonction publique, mais là, on parle après la conquête, justement, hein, j'en parlais au début, mais il y a une fonction publique qui se met en place, puis c'est très tôt qu'elle est dénigrée, que les gens disent... Ah oui? Oui, les gens disent, bon, mais on sait bien, ils sont payés à rien faire, ils sont 8 dans leur département. À l'époque, les ministères, on appelle ça un département, donc c'est très tôt. On dit aussi, c'est parce que il y a personne qui voulait l'embaucher, se retrouver à la fonction publique. Ah oui? Donc, oh mon Dieu, c'était pas prestigieux alors? Non, pas du tout. Au 19e siècle, c'est pas prestigieux
faire partie être un employé de l'État. Puis ça, c'est un discours là, qui va perdurer jusqu'au 20e siècle. Mais pourquoi? Est-ce qu'on a une idée pourquoi que le monde pensait ça à cette époque-là? Ben, c'est un monde plus intellectuel. L'utilité sociale, elle matérialise pas immédiatement souvent là. C'est des dossiers, ça se mène sur des mois, donc les gens ils voyaient pas tout de suite des résultats peut-être que c'est ça, mais ça on parle là très tôt. C'était une fonction publique britannique aussi, donc il y avait ce petit tiraillement, je dirais, là, entre les députés canadiens. Là, je parle de l'époque de Papineau. Là, on disait, ah mais oui, son suspect, il travaille pour le gouverneur. Donc, tu sais, donc il y a de ça aussi là. Ouais, tu sais, ben, les gens ne sont pas conscients là au 20e siècle, là, mais il y a cette image-là qui traîne depuis dans le passé, je pense, là, à mon avis, qui a forgé une image fausse à travers le temps, puis qui est récupérée justement par les chantres du néolibéralisme au début des années 2000. Là, on parlait de l'ADQ. C'est impressionnant de dire il faut couper, il y a 15 000 postes de trop dans la fonction publique. Donc, c'est des chiffres comme ça qui disent, ben oui, le citoyen qui dit, 15 000 postes de trop, là, je dis n'importe quel chiffre. Mais c'est dans les milliers quand même, puis ça frappait l'imaginaire. Je pense que l'ADQ, peut-être que je me trompe aussi, mais c'était quoi, 25 de la fonction publique qui voulait éliminer? C'est énorme. Dans ce 25 %-là, il y a des gens qui sont là pour donner une aide financière de dernier recours. Oui. Il y a des gens qui sont là à la SAQ pour délivrer des permis de conduire. Tu sais, ils ont toute une utilité, fait que... moi, j'ai de la misère à croire qu'il y a des gens qui ont accroché à ça puis qui se sont dit, c'est une bonne idée, tandis que moi, ce que je vois, c'est une coupure dans les services publics qui sont essentiels. Oui. Mais bon, c'est peut-être pour brasser un peu, hein, ces propos-là. Ça fait image, tu sais, dire de telles choses, là. Puis bien, pour les gens qui, au début des années 2000, qui avaient plus de difficultés parce qu'on sortait d'une récession, si je me souviens, là, à la fin, toute fin. Donc, si les gens dans le privé, ils ont plus de difficultés à joindre les deux bouts, ben là, qui disent, ben il y a 15 000 personnes qui sont payées à faire pas grand-chose, ben c'est impressionnant, là, pour ces gens-là. Donc ça, c'est c'est de la démagogie, à mon sens, là, parce que, ben les gens, j'ai plusieurs amis dans la fonction publique, je sais qu'ils travaillent fort, que quotidiennement, là, ils ont des questions complexes à gérer. On parle d'utilité de services de première ligne, là, comme tu le disais, là, c'est important pour les gens, les Québécois, les Québécoises, là, donc, ouais, pour moi, je suis vendue, là. On t'assure qu'on travaille fort. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus pour se mettre en contexte? Tu sais, le SFPQ existe depuis 1962, mais avant 1962, là, dans les années 50, sous Duplessis, ça ressemble à quoi la fonction publique puis les travailleurs de la fonction publique? Bien là, je vais peut-être vous faire rire aujourd'hui parce que j'ai sorti quelques anecdotes là, en préparation de notre rencontre aujourd'hui, là. Donc, Maurice Duplessis, disons que il y a une attitude très, très paternaliste avec la fonction publique, là. Mais c'était un personnage aussi, je crois, là. Oui, ben, c'est le premier ministre. Oui, il place ses amis dans des postes clés, comme il y a la commission du service civil là, qui gère la fonction publique à l'époque. Quand il arrive au pouvoir, quand il reprend le pouvoir en 1944, il y avait 3 commissaires, ben il les dégomme, puis il en nomme un seul, c'est comme par hasard son ami. Ça donne comme ça. Oui. Donc, c'est ça. Puis aussi, pour lui, une des questions très, très importantes là, dans les années 50, c'est les augmentations de salaire. Il ne veut pas. Il repousse. Il dit que finalement, les employés sont bien payés. Ils ont eu un beau chèque de 25 $ à Noël. Ils ont des avantages sociaux incroyables. Puis il dit que en 51, là, à l'Assemblée, il va dire la question des salaires est comme un nid de guêpes. Elle pourrait absorber tout le temps de l'administration. Et il avance aussi qu'il ne faut pas que tous les revenus de la province passent en salaire et que l'idéal serait d'avoir un personnel bien
payé, mais réduit au strict nécessaire. Mais hélas, aucun chef de gouvernement n'a encore réussi à atteindre ce point de perfection. Oh mon Dieu! Donc, ça vous donne une idée puis aussi un truc qui est drôle, c'est pas drôle, là, mais pour illustrer sa vision des choses, il donne l'exemple du Palais de justice de Montréal. Ah, ça m'intéresse. Il dit, quand nous avons pris le pouvoir, il y avait des gardiens de corridor, des surveillants des gardiens de corridor. Nous avons mis de l'ordre dans ce désordre. Donc, lui, une vraie attitude de paternaliste. Ouais. Là. Moi, je suis bon père de famille. J'ai mis de l'ordre dans tout ça. Puis il dit que, en fait, le gouvernement est très généreux là, envers ses employés, qu'il n'y a pas de problème. Mais il va quand même faire passer 2 lois là, ouvrière très dure, une concernant les communistes, parce que lui, il y a comme une phobie là, inventée des méchants communistes. Là. Mais si quelqu'un soupçonne, cette loi-là, là, ça fait en sorte que si quelqu'un est soupçonné de communisme, ben c'est toute son organisation qui est touchée, qui peut avoir des amendes ou... Comme si c'était un réseau. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette loi-là qui fait passer. Puis, il est très dur. Il veut pas là, qu'il y ait d'organisation syndicale. Il est dur envers les syndicats. Donc, c'est un peu son attitude, là. Ça a l'air très lourd, cette période-là, pour la fonction publique. Pierre Laporte, qui est plus tard ministre, mais qui, à l'époque, est journaliste au Devoir, va mener une enquête dans le Devoir, il y a des fonctionnaires qui lui écrivent, des ouvriers qui racontent leur cas là, tout à fait pathétique. Les gens à l'époque, comme il n'y a pas eu de nouvelle classification depuis 1925, là on est en 47, il y a eu l'inflation depuis, mais les gens n'y arrivent plus avec leur salaire de fonctionnaire, qui est en moyenne à l'époque là, 1 300 $ par année. Donc, ils doivent se trouver un deuxième travail pour pouvoir vivre décemment. Oui. Et aussi, cette enquête-là révèle que le pistonnage, le patronage pour occuper un poste dans la fonction publique, c'est très bien si tu as un parent, ministre ou député, ou tu vas voir le député de ton village, puis là, il trouve un emploi à ton fils. Et comme par hasard, ces postes-là, ils sont mieux payés que les autres, même si ils ont le même échelon là, dans la classification. Okay. À tâche égale. Oui. Non, donc il y a ça aussi qui marque vraiment la période là, de Duplessis, à mon sens, à l'égard de l'image, là, de la perception de la fonction publique, qui gagne assez d'argent. Là, il ne devrait pas se plaindre. À un moment donné, Duplessis il dit « C'est drôle, il y a toujours des plaintes, mais il n'y a jamais de remerciements. » Oh mon Dieu! Je pense qu'il faut se questionner dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que ça a été ça l'élément déclencheur pour la constitution du SFPQ, cet article-là dans le Devoir, on pourrait dire la grogne citoyenne? Ça a été ça qui a démarré le syndicat? En fait, après Duplessis meurt en 59 et tout de suite après, c'est Paul Sauvé qui est aussi fait partie du même parti politique que Maurice Duplessis, l'Union nationale. Mais Paul Sauvé, lui, il a une vision tout autre de la fonction publique. On titre même dans les journaux, c'est le règne des fonctionnaires. Parce que lui, il est nommé premier ministre et il va tout de suite se mettre à la tâche pour revoir la fameuse classification de 1925. Là. Et c'est un de ses legs, parce qu'il meurt quelques mois plus tard, là, mais c'est lui qui a donné, à mon sens, l'impulsion de dire oui, là, ça suffit, là, les salaires de misère, disons-le. Et c'est à ce moment-là là, que les premiers mouvements commencent à Montréal, d'ailleurs, au ministère du Revenu. Ce sont les premiers là, à se mettre ensemble, se mobiliser, dire on va fonder un syndicat. Là, on est en 1961. Quelques mois plus tard, à Québec, la même chose. Mais à l'époque, il y a beaucoup de bâtons dans les roues, là, je dirais. Il y a une autre organisation à l'époque qui...
Bien, les premiers du SFPQ vont dire que c'est un syndicat de boutique. Ça, aussi, j'ai appris ça en travaillant sur le livre. C'était quoi, un syndicat de boutique? C'est quoi, un syndicat de boutique? Bien, c'est comme qui est avec le gouvernement, finalement. Okay. Tu sais, qui est de connivence. Il brasse pas trop, là, fait pas trop d'air. Puis, c'est bien. Et merci quand il y a une petite augmentation de salaire. Mais donc, je pense que c'est ça. Moins militant, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, eux. On les salue s'ils les écoutent. C'est le Conseil général des fonctionnaires, je pense, de la province du Québec. Ça, vous retrouvez le titre exact dans le livre, là, j'y vais de mémoire. Mais eux, là, quand ils voient les premiers mouvements à Montréal et à Québec, ils sont pas contents, là, ils se sentent menacés. Donc là, ils vont dire que le SFPQ est allié avec la CSN alors qu'ils n'ont même pas demandé à leurs membres. Puis à l'époque, être affilié à une centrale, c'est quasiment un crime, là. C'est interdit, là. Par la loi. Ah ouais. Donc, puis là, on remonte, pas de droit d'association pour les fonctionnaires, pas de droit de négociation, pas de droit de grève. Donc, tous ces premiers là, militants, là, c'est tout ça qu'ils doivent mettre en place avec les freins, là, les bâtons dans les roues, je disais, là, de l'autre association. Et puis, c'est Jean Lesage va dire, il y a 2 associations, mais il faudrait qu'il y en ait une seule. Donc, on va faire un vote. Là, donc, pendant plusieurs semaines, il y a vraiment une campagne électorale là, des 2 associations. Et puis, finalement, c'est le SFPQ qui reçoit, je pense, 76% de votes des membres, de fonctionnaires qui peuvent être syndicables. À l'époque, ça, c'est drôle comme mot, là, syndicable. Mais oui. Oui, aujourd'hui, on trouve ça drôle, mais c'est ça, tout est à construire. Donc finalement, c'est le SFPQ qui l'emporte auprès des employés de l'État. Et c'est en 62, là, en septembre 62, que le premier exécutif du SFPQ est nommé. Donc ça, c'est les débuts, mais c'est des débuts, je dirais, difficiles, là. Il y a toutes sortes d'histoires d'accréditation aussi qui sont à refaire parce qu'au début, on demande que les ouvriers, les fonctionnaires présentent 2 demandes d'accréditation. Donc, les premières demandes sont à refaire. Donc, c'est des débuts. Les 5 premières années, là, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Mais tout est à bâtir, hein? Tout est à bâtir. Je pense que c'est M. Arguin-Deguy, quand je lui parlais, qui me disait on avait une page blanche. Puis c'est vraiment ça. Puis du côté de l'employeur aussi, là, c'est de l'essai-erreur. Ils savent pas plus, là. Ils lisent des livres sur les fonctions publiques au fédéral ou aux États-Unis, comment ça fonctionne. Mais là, c'est vraiment une prise de conscience, je dirais, dans les années 60. On parle des salaires, mais aussi des conditions de travail. Là. Les congés de maternité, il n'y en avait pas. 0. Donc, ça arrive grâce à la fondation d'un syndicat. Là, la première convention du SFPQ, c'est en 66. Puis là, on voit vraiment un basculement, je dirais, dans l'amélioration des conditions de travail générales. Puis, à ce moment-là, le SFPQ était affilié avec la CSN. Oui. C'était quoi l'avantage à ce moment-là d'être avec la CSN? Pourquoi pas être indépendant? À l'époque, la CSN, c'est une vieille déjà. Là, à l'époque, c'est 1922, je pense, la fondation. Donc, il y a une expertise qui est là, premièrement. Donc, ils ont des conseils. C'est pour la formule REN. C'est ça. C'est nos papas, maman. Oui. Donc, il y a un conseiller spécial là, qui vient leur dire, oui, légalement, vous avez le droit de faire ça. Il y a un accompagnement au début qui se fait. Et puis, il y a comme deux groupes là, qui voient les choses différemment au SFPQ. Il y en a un qui voit beaucoup de bénéfices et de gains grâce à la CSN et qui aimerait demeurer affilié à la CSN, mais il y a un autre groupe qui va vouloir promouvoir, je dirais, la désaffiliation en 1970, si je m'abuse, là, parce qu'il y a un congrès là, de la CSN qui se passe pas très bien pour le SFPQ. Il y a comme une procédurite, là, je dirais. Les délégués du SFPQ sont comme muselés. Sur des augmentations de cotisations qu'ils ont à faire, je pense, justement, pour les services professionnels de la CSN. Et ces délégués-là ne sont pas contents
mécontents, parce qu'ils ont l'impression de s'être fait museler. Donc ça commence à brasser les cartes. Là, les gens disent, mais oui, mais on vous paye 1 million de dollars à l'époque par année en cotisation. Quels sont nos services? Donc, pour les partisans de la désaffiliation, là, on se pose beaucoup de questions à ce moment-là et on va se prendre par 2 fois. C'est ça, j'avais lu qu'il y avait 2... Il me semble que c'est assez serré, là. Oui. Les votes. Les votes, c'est assez serré. Je pense que la première fois, c'est en 71, mais c'est majoritairement en faveur qu'on demeure, là, je dis 11, comme si je faisais partie du SFPQ. Mais qu'on reste affilié, en fait, avec la CSN. Donc, ça, c'est en faveur. Mais dans les semaines qui suivent, là, les mécontents, je dirais, vont adresser des pétitions et on réclame un conseil syndical spécial sur la question. Et finalement, on va dire, on va faire un référendum où on va se prononcer collectivement sur la question. À l'époque, l'exécutif est presque séparé en 2. Il y a 5, je pense, partisans de la désaffiliation, 4 pour On reste. Donc, tous ces gens-là sont très divisés. Puis il y a un vote là, en 72, dans le contexte du Front commun aussi, on dit là, la CSN veut se diriger presque vers une grève, on s'inquiète. Donc, il y a une désaffiliation qui est en 72, mais c'est en mai, je pense, si je m'abuse. Puis je pense que c'est 51,6% là, de mémoire, là, j'y vais de mémoire, pour la désaffiliation. Puis ça va marquer vraiment l'histoire du syndicat pendant des générations. Je dirais encore les pros-CSN et les pros-syndicats indépendants vont se parler là, pendant plusieurs années. Là. Ça a marqué vraiment l'histoire du SFPQ. À ce moment-là aussi, peut-être un projet de société qui prenait beaucoup d'espace, c'était le projet de la souveraineté. Oui. Dans les années 80-90. Est-ce que le SFPQ, en tant qu'organisation syndicale qui représente quand même les employés de l'État, que l'État allait peut-être changer, est-ce qu'il s'est positionné dans ces projets de société-là? Si je me souviens bien, à 2 reprises, oui. En 95, de mémoire, c'est Daniel Maud-Gosselin va même militer. Puis M. Arguin-Deguy va embarquer, lui, de son côté, c'est Jean Charest qui va aller le chercher pour le camp du non. En 80, il y a comme le Parti québécois n'est pas très content parce que en 1979, là, c'est des négociations très serrées là, pour la convention collective où il y a un gain salarial important, mais le SFPQ va même militer là, dans ce contexte-là au dépôt du livre blanc pour le projet de la souveraineté. Ça, le parti est pas content là, parce que pour eux, c'était une grande journée, puis là, est un peu mis en berne, si on veut, par les manifestations. Donc, c'est mon souvenir, mais je pense qu'en 80, c'est moins flagrant qu'en 95, où là, c'est Daniel Maud-Gosselin puis M. Arguin-Deguy dans les camps opposés. C'est quand même 2 personnes qui ont été présidents du SFPQ qui s'opposent. Là. Ouais. Ça disait quand même... on va le dire aussi, là, dans l'interne au syndicat, c'est une question de politique. Là. Alors... Si j'imagine que justement chaque personne attirait leur propre partisan, on va dire comme ça. Ça a dû séparer le syndicat, là, qu'on le veuille ou on ne le pas. Oui, c'est une année, je me souviens, là, c'est mes premières années de militantisme là, à l'époque. Là, je suis toute jeune, j'ai 18 ans. À cette année-là. Puis ma famille est divisée. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas, là, finalement, après des semaines de chicanes. Là. Donc, j'imagine que dans une organisation comme ça, politique, là, tu le disais, c'est quand même spécial. Mais au début, on le sent, là, que ça fait
ça brasse, là. On le sent publiquement dans les médias, mais après, il y a un petit recentrement qui est fait, puis l'élection passe, puis on passe à autre chose après, là, parce que là, après, il y a bien des chats à fouetter, comme on dit, avec justement le remplacement de 2 fonctionnaires pour un, des questions comme ça, le virage ambulatoire. Donc, tout de suite, là, les gens sont mobilisés après 95 vers d'autres enjeux très importants. Oui, parce que les luttes se sont poursuivies malgré cet événement-là. Puis d'ailleurs, toi qui as fait des grandes recherches pour la rédaction du livre, selon toi, c'est quoi la plus grande lutte que le SFPQ et ses membres ont connue ou a été soit gagnée ou travaillée là, au courant des 60 dernières années? J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour moi, c'est l'équité salariale. Ouais. C'est toute une question là, qui, vraiment... En 2003, il y a une manifestation, là, parce que là, les gens commencent à dire, là... quand est-ce que ça va se régler? On a hâte, hein? Puis, ils vont manifester, ils vont faire une course à obstacles devant l'Assemblée nationale à Québec. Et pour moi, ça illustre vraiment ce dossier-là. Mm-hmm. C'est des délais sans cesse. Là, la formule mathématique qu'on avait prise pour calculer tous ces augmentations-là, ça ne fonctionne plus. On doit recommencer. La juge Julien aussi va se prononcer sur la légalité du chapitre 9, si je ne m'abuse, pour la question des travaux de... là, j'ai un blanc, là, en tout cas, c'est sur le calcul, là, elle va invalider la méthode de calcul. Tout est à recommencer en 2003. Donc, c'est vraiment, là, pour les personnes, je pense notamment au Comité national des femmes qui a mené ce dossier-là. Madame Gosselin aussi, Madame Martineau, c'est 30 ans de lutte pour pouvoir aboutir enfin cette grande victoire-là collective, je dirais, là, à salaire égal, c'est à travail égal, salaire égal. Donc, pour moi, ça, c'est la lutte que je trouve la plus importante là, à mes yeux, mais je suis aussi une femme, donc ça teinte un petit peu. Mais je suis contente que tu nous en parles parce que Alexandre et moi faisons partie du 18-35 ans. Puis nous, on est arrivés sur le marché du travail, c'était des acquis. Les femmes avaient des chances égales que les hommes. Donc, ces luttes-là, on les a pas vues dans notre quotidien. Fait que c'est intéressant que tu en parles pour qu'on se souvienne d'où on parle. Ah oui. Puis malgré que tu es historienne, je vais essayer de te projeter dans l'avenir. Okay? Oh, OK. Je vais essayer ça. Mais tu sais, parce qu'on se fait souvent poser la question ou se faire passer le commentaire en se faisant dire « Mais toutes les grosses luttes sont faites. » Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la lutte qui va venir chercher le monde à venir... comment dire? Pas nécessairement manifester, mais... À mobiliser. À mobiliser, c'est ça, merci. À se mobiliser comme les luttes qui ont été l'équité. Oui. Les postes de pouvoir, ça, c'est une grande lutte qui demeure. Il y a plus de femmes dans les fonctions, je dirais, périphériques là, qu'au poste de pouvoir. Ben, moi, je le vis en tant qu'éditrice. Là, il y a très peu de femmes éditrices. C'est encore un milieu très masculin. Donc, ça, on l'oublie, mais c'est une lutte qui reste à faire, les postes de pouvoir. Madame Pauline Marois parlait du plafond de verre, là, quand elle s'est fait élire première ministre. Là, c'est tard, là. C'était 2012, la première ministre là, de l'histoire du Québec. L'histoire des femmes est très récente. Je dirais ça, c'est une lutte qui demeure à garder en vie, là, parce qu'il y a des reculs. Ben, on le voit bien aux États-Unis, là, avec des questions sur l'avortement, par exemple. Bien, ça déborde ici, hein, au Québec. Ça, c'est un enjeu qui, pour moi, demeure majeur. Mais je dirais, tout l'enjeu de la sous-traitance, là, on peut-tu régler cette question-là? Ben, inverser la tendance. Oui. Là, on a besoin de
cette base de personnel-là pour fonctionner collectivement. Puis après, ben s'il y a des spécialités, des spécialistes en sous-traitance, tant mieux, là. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on... Là, je parle en tant que citoyenne, là, qu'on inverse la tendance. Dire, ben là, OK, avec cette forme d'État-là, ça va bien. On a nos services. On est content collectivement parce que là, à chaque matin que je me lève, que je lis les journaux ou que je regarde les nouvelles, là, c'est comme, oh, Seigneur, on est en 2023, puis là, faut aller grappiller des services, il faut se casser la tête pour prendre des rendez-vous. Bon, on l'a bien vu plus tôt dans l'année avec la SAAQ. Ouais. Je disais, on est en 2023, mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Donc, la question des services aux citoyens doit demeurer un enjeu majeur pour moi dans la tête de nos dirigeants. Je pense que c'est un dossier qui intéresse beaucoup le SFPQ. Puis, pour revenir à ce que tu parlais pour les femmes dans des postes de pouvoir, on est extrêmement chanceux de pouvoir compter sur des femmes qui constituent le Comité national des femmes, qui travaillent super fort. Auréa Genet aussi. Auréa Genet, c'est la première à être élue dans l'exécutif très tôt, là, au début des années 1960. Puis, je vous invite, là, j'ai dans le livre, j'ai des extraits de qu'est-ce qu'elle dit, justement, sur les luttes à mener sur les femmes. Puis, on dirait qu'elle a écrit ça, qu'elle a dit ça aujourd'hui. Mais elle a dit ça il y a 60 ans. Oui, c'est fou. Incroyable. Oui, 60 ans, ça, c'est bien, parce qu'on a l'impression que la Révolution tranquille, c'était hier. Mais non, là, ça commence à faire un petit bout de temps. Là, donc, il y en a qui prennent leur retraite à 60 ans. Oui. Ça m'arrivera pas. Nous non plus. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été là avec nous. On a appris plein de choses. On encourage nos éditeurs à aller lire le livre « 60 ans d'histoire du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ». Oui, d'ailleurs, le livre se trouve en mode numérique sur le site du SFPQ. Là. Je l'ai moi-même consulté. Faites des recherches avec, c'est plus facile. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Puis, je crois qu'on aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps par rapport au livre. Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, l'histoire du SFPQ, c'est plein de parcours individuels. Donc, tout le monde peut se reconnaître ses parents dans l'histoire du syndicat. Merci encore. Merci.